Ça fait maintenant 10 ans que je filme les luttes écologiques. La destruction du monde et toutes celles et ceux qui cherchent à l'empêcher. Les grandes manifs, les COP, Make our planet great again. Les actions de désobéissance civile. J'ai commencé par les filmer. Puis j'ai voulu les raconter. Aujourd'hui on est 4000 et on occupe une mine de charbon. Je m'appelle Vincent Verza et tu regardes le vlog des gens qui se bougent. On s'est mobilisé comme jamais, dans une sorte d'apnée, une course effrénée. J'ai cru à une transition, au développement des alternatives, Alors qu'est-ce qu'on attend ? à la somme de nos bonnes volontés qui allaient éroder le capitalisme. Mais on a très peu de temps pour se bouger, entre 5 et 10 ans. On voulait rester sous la barre des 1,5 degrés de réchauffement d'ici la fin du siècle. Inverser la courbe après 2020 serait beaucoup plus difficile, plus coûteux, voire impossible. Non mais 2020, gars, c'est demain. 5 à 10 ans, c'est rien. Qu'est-ce que je vais faire dans les 5 prochaines années ? On a tout donné, sincèrement, on s'est battu. Et on a remporté quelques victoires. On est des milliers à Notre-Dame-des-Landes. Mais 10 ans plus tard, il faut faire le bilan. On a déjà dépassé la barre des 1,5 degrés avec 75 ans d'avance. Chaque année qui passe est la plus chaude jamais enregistrée. Et la machine ne fait qu'accélérer. J'ai ressenti l'impuissance, comme tant d'autres de ma génération. L'éco-anxiété, comme si j'avais perdu mon souffle. Je me suis épuisé. Il y a 4 ans, j'ai pris un tournant vers le vivant. Je suis parti à la recherche d'une lutte qui régénère. Ancré dans un rapport sensible à la nature et à nos interdépendances. Attaché à un territoire. J'ai voulu repeupler mon monde de ses habitants. Et me lier à leur destin. Élargir mon horizon. Pour nourrir une réflexion qui vienne outiller notre lutte. Tenir sur 2 jambes, l'une dans le militantisme, l'autre dans le naturalisme. De la contemplation au combat. Se faufiler dans la brèche. Et retrouver l'espoir. J'ai cheminé entre le bruit et le silence, entre la foule et la solitude. Voici mon chemin et où il m'a mené. Bon bah, y a plus qu'à. Au départ, j'ai pensé que la plus haute barrière, ce serait mon ignorance. Je suis ignare quand il s'agit de la faune, de la flore. C'est intellectuellement que j'aborde le problème. J'ai jamais rencontré ce que je défends. Toujours rien.
qu'est-ce que c'est? Bon, je rentre bredouille. Je suis un newbie total, le déguisement ne trompe personne. J'ai tout à apprendre. Alors je me trouve des professeurs. Je vais essayer de te transmettre tout ce que je sais sur le pistage animalier. Le défi, c'est qu'en gros, tu vas devoir faire appel à tes sens oubliés. Voilà. Oh Voilà. Ok, je me lance le défi de filmer des animaux sauvages en plein cœur de Bruxelles. Grâce à Sandra et Thomas, je fais mes premières observations. Et je vis de belles émotions. C'est que le début, Vincent. Oh mec, je suis pas prêt. Je fais des images qui racontent quelque chose de notre rapport au non-humain. Est-ce que c'est un problème que des gens nourrissent les renards? Ouais, là pour le coup, ils sont dodus. Et chaque année, tu as des renards qui meurent parce qu'ils sont en surpoids. Et là, tu vois clairement qu'ils se foutent en haut du talus. Ils attendent simplement que les passants balancent de la bouffe, quoi, tu vois. Il faut bien faire comprendre aux gens, c'est qu'il faut respecter justement le caractère sauvage des animaux. Bah, j'avoue que moi, ça a un peu gâché mon plaisir de la rencontre. J'étais en mode trop refait de voir des renards directement et tout, genre, j'étais comme un fou. Et puis de savoir qu'en fait, c'est plutôt la reproduction de problèmes créés par les hommes, c'est un peu... Ça pose question. Mais ces vidéos intéressent 10 fois moins de personnes que les précédentes. Quand je parlais des problèmes du monde, de la politique, de l'économie, ça servait à quelque chose. Alors que là, je tâtonne, je sais pas trop où je vais. Je sais pas comment conjuguer les deux. Mais j'entends parler des soulèvements de la Terre. On dit que dans leurs manifs, on s'arrête pour écouter les oiseaux. Alors, je remets un pied dans la lutte. Je suis devant la préfecture de Haute-Savoie qui a été cadenassée très tôt ce matin. Je ne le montre plus dans mes vidéos. Mais dès que j'ai un moment, je continue mon exploration. En commençant par mes voisins immédiats. Depuis ma fenêtre, c'est le ballet des Choucas des Tours. Je ne m'étais jamais encore arrêté pour les regarder. Mais eux me voient. Ils ont toujours un regard pour moi. Le vieux platane a été taillé si court qu'aucune feuille n'y pousse. Ils doivent déménager. Nous ne voulons pas cohabiter. Mais moi, je sens que je sors de l'indifférence. Les oiseaux de nos villes et villages savent donner la vie dans les fissures que nous n'avons pas su combler. Pour repeupler mon monde de ses habitants, je décide de pister dans les interstices. Dans les friches dont on n'a su que faire. Entre le terrain de tennis, l'entrepôt, la rivière et la ligne de chemin de fer. Avec d'infinies précautions, je m'infiltre dans leur territoire.
Ben voilà un terrier. Je me trouve inadapté. Comme si je n'avais rien à faire là. Je rentre par effraction chez eux. Je suis camouflé de pied en cap, et c'est bien le minimum. C'est reconnaître que cet espace dans lequel je suis n'est pas à nous. Que d'autres que nous l'habitent. Mais tout ça, c'est nouveau pour moi. Où d'autres devrais-je avancer le plus silencieusement possible ? Le plus lentement possible. Je suis stressé à l'idée de tomber sur un animal en fait. Je suis pas sûr de ce que j'ai vu. Alors j'y retourne le lendemain, bien décidé à tirer les choses au clair. Le moment critique, c'est celui de l'installation. Et il m'arrive de me faire gauler. Il m'a vu. Mais il se demande bien ce que je suis. « 15 minutes suspendues, à me faire scruter. Moi, petit homme figé, n'osant plus bouger d'un pouce. Mais il finit par accepter ma présence. Jamais je n'aurais imaginé que je passerais de si belles heures dans une friche industrielle. À constater que le monde sauvage se passe bien de nous. À comprendre que tout ce qu'on leur laisse comme espace, ils le prennent et ils le subliment. La manière la plus discrète que j'ai de m'extirper de mon affût, c'est de passer par la rivière. Et j'ai un peu honte de ce qui va suivre. Est-ce que vous avez une méthode pour retirer vos bottes lorsqu'elles sont remplies d'eau ? Qu'on s'entende, ma méthode marche. Mais c'est au prix d'être trempé jusqu'à l'arrêt des fesses. Ce n'est pas ma seule rencontre avec des renards d'eau. J'en ai vécu une autre, juste à la sortie de mon village, qui elle aussi m'a provoqué un choc de beauté.
Je sais que j'ai eu de la chance. Robert Hénard, naturaliste suisse, disait « Il faut être patient jusqu'à fatiguer la chance ». Alors je passe des jours à pister. Partout, je vois des indices de présence de chevreuils. Pister, c'est la première lecture du monde, m'a expliqué Baptiste Morisot. Je suis surpris de voir à quelle vitesse j'apprends à détecter les indices. Comme quoi, quelques centaines d'années de modernité n'ont pas effacé des milliers d'années de pistage. Mais c'est une autre espèce que le chevreuil, que je piste jusqu'à l'obsession. Plus que l'espèce, c'est dans les pas d'un individu que je marche. C'est sa piste à lui que je remonte jusqu'à trouver son terrier. Un terrier de blaireau! Là, je crois que c'est bon, que je vais pouvoir le voir, le filmer. Pas du tout. J'ai mis 4 mois à déplacer mon seul et unique piège photo tous les 2 jours. À être constamment ramené à mon ignorance. Je ne sais pas ce que c'est de vivre en blaireau. Les mois s'écoulent, le printemps s'installe, les jours rallongent. Alors je me mets à l'affût tous les soirs, dans l'espoir de pouvoir le voir. Incroyable! Ça me fait tellement d'émotion de voir enfin ce blaireau-là, que ça fait 4 mois que je le suis, que je le vois sur les pièges photos, et là, ça y est, pour la première fois, je l'ai vu avec mes yeux. Oh là là, je suis tellement... ému, touché. Une année passe. Je découvre d'autres habitants, mais je me surprends à avoir toujours une partie de mon esprit occupée à savoir que devient Petit Père. Je relève le piège photo toutes les semaines. Je veux savoir comment il va. Si je l'ai appelé Petit Père, je ne l'ai jamais considéré comme mon animal domestique. J'ai jamais eu envie de le caresser. J'ai toujours considéré être en face d'un individu particulier. Unique, fragile. C'est dur pour moi de parler de ça, même aujourd'hui. Mais au retour d'un tournage, j'apprends que Petit Père s'est fait taper par une voiture. Je suis inconsolable, mais c'est de la gratitude d'avoir pu voir et vivre tout ça. C'était trop beau. Le vent souffle dans ma direction, donc on est bon. Allez, c'est parti. C'est ça le chemin que j'ai pris. M'intéresser aux autres vivants autour de chez moi et m'y attacher. Ressentir la perte.
n'ai jamais pleuré un animal sauvage avant. Sa mort est la première qui me touche. Je sais à quel point il est rare et dur pour un blaireau d'atteindre l'âge adulte. Eux vivent comme ça depuis des millions d'années. Nous, on s'est mis à conduire des voitures il y a un peu plus de 100 ans. La route en tue 1 sur 5 chaque année. La voiture, on l'a appelée la grande faucheuse à ses débuts parce qu'elle écrasait les enfants. Mais elle n'a jamais cessé de le faire. Ça m'a changé. Je me suis mis à regarder mes luttes à hauteur de blaireau. Et à réaliser que si on gagne 5 ans sur un projet de construction, c'est la vie entière d'un blaireau qu'on a sauvé. Alors quelques jours après la mort de Petit Père, je pars rejoindre une mobilisation contre ceux qui menacent de couper un territoire en deux. L'autoroute A69. Pour critiquer la pertinence de ces grands projets, on parle de destruction et de fragmentation des habitats, de la chute de biodiversité qui en découle. Mais on entre rarement dans ce qu'elle a de concret, de ce qu'est pratiquement une route pour les espèces non humaines. Qu'est-ce qu'une route pour une empuse ? Notre mode de déplacement est-il compatible avec le sien ? Les guêpiers d'Europe choisissent souvent de s'installer au bord de cette route. Parce qu'ils creusent leur nid dans les talus. Mais j'ai peur pour eux. Chaque année en Europe, 200 millions d'oiseaux et 30 millions de mammifères sont tués sur les routes. Mais la route n'est pas la seule cause de fragmentation de leur habitat. C'est tout ce que nous dressons sur leur chemin. Certaines espèces y résistent bien. Mais d'autres moins. Nous fragmentons même le ciel. Toutes ces barrières, si omniprésentes, nous sont pratiquement invisibles, alors que les animaux sauvages continuent de les percevoir comme des forces de mort. Au-delà du morcellement, les routes sont une perte nette d'habitat. Et le tracé de la 69 en est le meilleur exemple. C'est une coulée de bitume qui recouvrira 400 hectares de terre pour gagner 20 minutes de trajet entre Toulouse et Castres. On s'oppose à l'artificialisation et au massacre des territoires pour du profit et contre l'agriculture paysanne. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est s'allier, c'est soutenir l'agriculture paysanne pour un futur désirable, pour lutter contre le chaos climatique, pour avoir de la nourriture qui soit bonne à manger. Dans le mur, à 69
Le voilà, le mur vers lequel on fonce. Et ben là, on le matérialise. Bon alors, est-ce qu'à ce stade, vous avez deviné ce qui va se passer ? Oui, la Terre aussi se soulève à force d'écrasement. Et nous sommes le relais de ces soulèvements. Nous sommes la Terre qui se défend. Nous sommes des zones à défendre, à cultiver, à soigner, réparer. C'est un devoir. Nous sommes les soulèvements de la Terre. La lutte contre la 69 se transforme en une course contre la montre. Le recours en justice ne sera traité que dans des mois. Et pendant ce temps-là, le chantier avance. Alors des militants se mettent en grève de la faim, pendant que d'autres grimpent dans des arbres centenaires. Ils y resteront 164 jours. Venez, courez! Go! Ah oui, voyons! La France compte déjà plus d'1 million de kilomètres de route. C'est le record européen par habitant. Ce qui est abusé, c'est que le chantier a vachement accéléré avant la mobilisation que je suis venu filmer, de manière à mettre quelque part les militants, les défenseurs de l'environnement devant le fait accompli, quoi. Ça y est, ils ont tout ravagé. Ce qu'on voulait défendre, ils l'ont détruit. Alors la lutte se durcit. Il faut faire péter leur monde avant qu'ils fassent péter le nôtre. Notre monde, c'est le monde du vivant. Il faut enrayer la machine, la forcer à ralentir, la désarmer. Si le coût d'une dizaine d'engins de chantier incendiés vous choque, alors essayez d'estimer celui de la destruction de 53 km de forêts, de zones humides, de champs agricoles. Le chantier prend du retard. Les engins sont protégés dans un fortin, avec des douves de 5 mètres de profondeur, comme l'impression de revivre le film Avatar. Mais la mobilisation ne faiblit pas. La crémade, elle est à qui? Elle est à nous! À qui? À nous! À qui? À nous! Chaque nouvelle zone, occupée et défendue, est immédiatement expulsée. Ne vous y trompez pas un seul instant, ce qui se passe là, c'est de la com. C'est un message qui est adressé. Celui qu'ils passeront en force si on s'oppose à leur projet destructeur. Mais voilà, regardez, ils en ont pas marre de défendre ceux qui foutent le feu à la planète. Regardez ce qu'ils font. Leur putain de grenade, ça fout le feu à notre territoire. C'est là où on vit ici. Eux, ils en ont rien à foutre. Ils soutiennent une mafia. La mafia 69. Je pense que ça vous permet de comprendre qui est là pour défendre la terre et qui est là pour la saccager. Je me sens en décalage. Je sais pas quoi faire de ma rage et de ma tristesse devant un tel acharnement, une telle injustice. Ce qui est visé, c'est le courage. Ce qui est visé, c'est l'espoir, le fait de vouloir un monde meilleur dans lequel on ne construit pas toujours plus d'autoroutes pour aller toujours plus vite. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Il y aura 30 blessés ce jour-là, mais la douleur physique n'est rien comparée à la douleur morale. Celle d'avoir perdu un territoire que l'on a défendu, qu'on a aimé, auquel on s'est attaché. Celle de peut-être perdre une lutte que l'on sait juste.
Celles et ceux qui défendent le vivant se heurtent souvent à un mur de policiers. Le but de cette répression n'est pas seulement de blesser les corps, mais aussi de blesser les esprits. De nous plonger dans un état de sidération. Un état où la fuite est impossible, où le combat l'est tout autant, et où il ne reste plus que la paralysie. Ouais. Ça questionne sur ce qui est encore possible de faire dans ce genre de contexte, évidemment. Je n'ai pas la réponse. Mais je sais ce que j'ai voulu filmer. Une lutte asymétrique et des gens courageux. Pour qu'on n'oublie pas ce que veut dire construire une autoroute et ce qu'il y a sous le béton. Je suis en train de m'épuiser de nouveau. Alors je prends la fuite. Je passe du tout au tout. Dans le militantisme, le but, c'est de faire intrusion dans l'espace public. Dans l'affût, c'est se faire le plus petit possible. Pour voir ce qui ne s'exprime que dans nos silences. Christian Bobin disait « Le silence est la plus haute forme de la pensée ». Et c'est en développant en nous cette attention muette au jour que nous trouverons notre place dans l'absolu qui nous entoure. Ne pas faire de bruit, mais masquer aussi mon odeur. Mon odeur participe à une conversation sans même que j'en ai les mots. Mon odeur hurle sûrement. Sans que je ne puisse la décrire, je suis certain que mon odeur inspire la peur. Et j'en vois les conséquences. Du côté où le vent file, il n'y a rien à attendre. Mais là où mon odeur ne porte pas, je vais pouvoir les voir venir à moi. Je ne sais pas comment j'ai fait tout ce temps pour vivre sans eux. Comme
un orphelin coupé de la texture du monde. Mais ça y est, j'ai les pieds sur terre. Il est temps que je rentre chez moi. T'as déjà eu un micro? Non. Voilà, première fois avec un micro. Super. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Le terrier Un terrier de quoi? de blaireau. Et c'est qui l'a découvert? Moi. Ah ouais? Tu nous racontes? Un jour, j'étais en train de me promener en vélo et j'ai tourné la tête et j'ai vu ça et du coup, comme je savais que mon tonton il filmait les animaux, je lui ai dit. Et comment t'as su que c'était un terrier de blaireau? Comment tu l'as reconnu? Parce que c'est un trou et il y avait la terre dessus comme s'il grattait. Mais n'empêche, moi je trouve ça fou que tu l'aies vu parce que moi je passe tous les jours devant, comme plein d'autres gens, et on l'avait pas vu. Et toi tu regardes juste une vidéo sur les blaireaux que j'ai fait, et paf tu le vois. Les animaux sauvages, je les cherchais tout autour, mais jamais je n'aurais imaginé qu'ils vivent au milieu de mon village. Depuis cet animal, j'ai pas arrêté de le voir. Je viens presque un soir sur deux, et j'essaie de le voir. Par contre, qu'est-ce que c'est bruyant, hein? Oui. T'as vu ça, tous les bruits? Pas très. Et puis en plus, il y a les phares des voitures qui les éclairent. Et tu sais, ce qui est encore plus fou par rapport à tous les autres terriers que j'ai pu voir, c'est que t'as des lampadaires qui éclairent le terrier en fait. Et pourtant, ils sont quand même là. Et toi, t'es jamais allé le voir encore le terrier? Non. Bah viens, on essaye. 1, 2, 3, pliez les jambes. C'est bon. Il y a plein d'images que j'ai faites où on les voit sortir et grimper là. Et après, ils vont où? Et après, ils vont dans plusieurs endroits. Ils passent aussi dans le jardin d'à côté. C'est assez rigolo. Et t'as vu ce qu'il a sorti là avec ses petites pattes? Oui. Des énormes cailloux. Et personne ne voit ça. Non. Tu sais quoi? J'ai demandé aux gens et ils me disent, c'est pas tant qu'ils voient pas ça, c'est qu'ils se disent, c'est forcément un humain qui est venu avec une pelle et qui a sorti la terre. En fait, on imagine que tout ce qui est fait sur terre, c'est nous qui l'avons fait. Non. Toi, tu sais que les animaux, ils font plein de trucs. Quand moi je me dis que tout là, il y a des terriers, je me dis, en fait, on n'est pas chez nous, on est chez eux. Carrément. Moi, ça me rend heureux de savoir qu'ils ont un chez eux, qu'on n'a pas pris toute la place. Merci beaucoup, Eline, de m'avoir montré ce terrier. Tu gères. Je peux te faire un câlin? Oui. Je suis trop content que moi, tous les jours, j'ai plus de toi. Avec les paroles de ma nièce en tête, j'ai senti mon regard changer. Et j'ai eu envie de partager ce que je voyais. Bonjour. Vous aviez déjà remarqué qu'il y avait des blaireaux ici? Ah non. C'est magnifique. Et là, vous les voyez? Ouais, ils viennent de rentrer là. Ils ont fait une petite sortie. Ah, je vois que ça bouge. Tu vois? Ah ouais. Ouais, génial.
suffit d'attendre un peu. Et il y a 2 bébés. Ouais, c'est magnifique. Et je veux dire, on est en plein centre du village, quoi. Super. Vous passez souvent devant? Ouais, tous les jours. J'aime bien regarder. Moi, ce qui me plaît, c'est que maintenant, cet endroit, il sera plus jamais comme avant pour toi. Ouais, c'est clair. Il est habité maintenant. Mais pour combien de temps encore ? Encore une, putain. Encore une friche rasée. Encore un terrier détruit. Un terrier que je suivais depuis des années. Et je me demande pourquoi. Pourquoi on détruit comme ça? Pourquoi on est aveugle pour ne même pas se rendre compte de ce qu'on détruit? Parce que ce milieu de vie est la propriété de quelqu'un. Parce que pour cet humain, il n'y a rien sur ce bout de terre. Alors autant le mettre au travail. Et ça commence toujours par tout raser. Mais il n'y a pas rien. C'est là que vivait une famille de blaireaux, des centaines d'oiseaux, des chevreuils, des lièvres, des martres, et même, à mon immense surprise, une geonnette, une espèce protégée depuis 1972. Ce sont des individus que j'ai pu observer et pister ces 3 dernières années. Des habitants de mon village, dont l'existence a basculé lorsque la débroussailleuse est arrivée. On doit la couler. Ce n'est pas eux qui vivent au milieu de nous comme je le pensais romantiquement. C'est nous qui empiétons systématiquement sur leur espace vital. Nous qui le détruisons, aplatissons, coulons dans du béton pour notre seul usage. Je suis dégoûté. J'ai honte. J'ai honte, putain. Quelle place mon monde laisse aux non-humains? Des confettis dans un monde anthropomorphisé. Eux n'occupent que ce qu'on laisse. Ils vivent dans le négatif de notre monde, dans ce qui reste. Mais malgré tout, ils sont là. Je sais pas comment dire, mais je trouve que les chevreuils dégagent une forme de gentillesse et une simplicité de vivre aussi. Je l'aurais pas cru, mais les regarder vivre d'aussi près, ça m'apaise. Bien souvent, ce n'est qu'à la tombée de la nuit, lorsqu'on est attablé, ils osent s'aventurer dans les zones dégagées. Le territoire est contraint, le temps l'est aussi. Ils vivent dans nos interstices horaires.
Mais nous allons plus loin. Nous bouleversons leur climat. Je marche actuellement à travers une forêt qui a pris feu cet été à cause de l'augmentation des températures dont on fait l'expérience chaque été. Il a quasiment pas plu cet automne, donc la situation va continuer d'empirer. Cette forêt est juste au-dessus de mon village. L'incendie aurait pu l'atteindre. C'est la première fois que s'impose à moi ma propre vulnérabilité. Me sentir en harmonie avec le dehors, c'est ressentir en moi les menaces qui pointent alors que le dérèglement climatique s'aggrave. Je rappelle que l'enjeu est énorme. Il s'agit tout simplement de notre survie et on ne peut plus se permettre de le nier. On ne peut plus faire semblant et tergiverser sur le climat. Ça fait 20 ans que ça dure et chaque année qui passe sans rien faire, c'est des millions de personnes en plus qui vont souffrir et mourir. Mais il ne s'agit pas que de nous, ni que du climat. Dans le Cantal, je vois pour la première fois une pie grièche grise. Un bel oiseau que je vois peut-être pour la dernière fois de ma vie, tant il est menacé par la disparition de son milieu de vie. Les prairies extensives et les zones humides. Les zones humides sont le milieu naturel le plus fragile et le plus riche au monde pour sa biodiversité. Leur destruction est 3 fois plus rapide que les forêts. La prairie au chevreuil est rattrapée par la sécheresse. Les nappes sont vides et les cours d'eau autour de chez moi sont à sec. Pour la première fois de ma vie, j'ai de l'angoisse à voir les jours de beau temps se succéder sans une seule goutte de pluie. Dans mes pistages, j'observe la lente agonie du vivant. On parle de stress hydrique, mais c'est tout le vivant qui stresse. C'est quand elle manque le plus qu'on voit le mieux qui s'accapare l'eau. C'est la bataille contre les méga-bassines. Bienvenue dans la guerre de l'eau. Ce qu'on a vécu à Sainte-Soline restera gravé dans nos mémoires. Il s'est joué quelque chose que l'on n'oubliera pas. On a été ce vivant qui se révolte contre leur maïs et leurs machines. Ce vivant pris en chasse par les forces de l'ordre. Cette bête acculée que l'on veut écraser. C'est la guerre. Qu'est-ce qu'ils craignent? Qu'on allait le reboucher avec nos petites mains, c'est ça? Absurde. C'est eux qui décident toute cette violence. C'est eux qui mènent la guerre. J'ai peur. Peur comme les chevreuils. L'impression amère d'être une proie. D'être pris au piège, coincé dans une battue. Alors c'est important d'être là, de faire face ensemble. Mais j'aimerais détaler, fuir. Ou mieux, enfoncer leurs lignes, comme une mêlée de sangliers. Et les renverser. Sainte-Soline, c'est aussi une démonstration de notre force et de notre courage. C'est un basculement dans la résistance.
C'est le premier mouvement social contre une maladaptation au changement climatique. La méga-bassine, c'est la perfusion d'un système à bout de souffle, une solution court-termiste qui aggrave le manque d'eau. « 30 000 personnes mettent leur corps sur la ligne parce que ce qui se joue ici dépasse le simple partage de l'eau entre agriculteurs. C'est bien les paysans et le peuple contre l'agro-industrie. C'est un symbole très fort et les camarades de la Confédération paysanne, ils jouent un rôle tellement important. Ils sont porteurs d'une autre agriculture. Les bassines, c'est juste la brèche dans laquelle on va s'engouffrer pour mettre à mal et pour faire tomber l'agro-industrie. Ce jour-là, nous n'avons pas trouvé une brèche, mais un mur. Un mur de blindés, un mur de grenades. Et le bilan est lourd. 200 manifestants blessés, 40 blessés graves, dont 2 qui ont fini dans le coma. Ce jour-là, l'État a voulu traumatiser un mouvement qui lui fait peur. Le mouvement des soulèvements de la Terre, qui se déployait pour mener une résistance à chaque projet mortifère et atteindre le seuil critique à même de les faire tous tomber. Un soulèvement pour arracher la terre aux ravages industriels et marchands, en assumant une conflictualité et une radicalité rarement vues en France. Un mouvement qui renoue avec l'action directe, l'occupation, le blocage, le sabotage. Un mouvement que le gouvernement a cherché à dissoudre, sans succès, aboutissant même à le renforcer. Face au bouleversement qui arrive et à la brutalité du capitalisme, nous partageons avec tous les êtres qui nous entourent une fragilité. Comme si nous étions embarqués dans un même destin. Nous faisons partie d'une même communauté d'affliction. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça? Ça pique, les lacrymos. C'est une guerre affective qu'il faut mener. Se sentir concerné, rattaché. Ce n'est pas tant le climat ou la planète qu'il s'agit de sauver, mais notre attachement au monde, dans ce qu'il a de plus délicat et de plus commun. Notre surprise devant un vol de hérons cendrés au seuil de l'hiver. Notre émotion devant le rythme chatoyant des saisons. Alors lorsqu'enfin la pluie revient, j'en fais une fête. La compréhension de notre vulnérabilité commune ne rend les moments passés avec eux que plus précieux encore. J'y vais quand je ne vais pas bien. Quand je suis pris par l'angoisse, le stress ou la colère envers la destruction du monde. Besoin de voir que la vie continue, que c'est une belle manière de vivre, que de brouter, de se taquiner, de jouer tout simplement. Et lorsqu'ils ne viennent pas, j'ai tout loisir de méditer. Sur le fait qu'une vie passée à voler, à fleurir, est belle et juste. Besoin de sentir que malgré tout, le cosmos tient. Ouais. Je ne veux plus faire sans eux. Mais comment être là pour eux?
Est-ce qu'en plus de combattre la destruction de leur habitat, on ne pourrait pas réparer des espaces dégradés? Faire des alliances pour que la nature regagne du terrain? On est dans le bassin de Valence, juste sous les contreforts du Vercors. On est dans des rivières qui ont été en partie exploitées, aménagées, contrôlées dans tous les cas. Et on est sur le premier site où on a imaginé la régénération de low-tech inspirée du castor en France. Là, il y a un bon défi. Il faut empêcher que la rivière passe par là. Il faut la bloquer juste ici de manière à l'emmener intégralement vers le canal secondaire. On est dans une approche originale de guérison des rivières, de guérison des milieux. Avec cette idée que les milieux peuvent avoir une santé et qu'ils peuvent être malades. Et là, on fait la même chose. Allez, comme fait Gaël. Et selon lui, 80 à 90% des cours d'eau français sont malades. Ils ont 3 maladies. L'incision, la rivière ne serpente plus à fleur de terre, elle érode son sol et s'enfonce dans un chenal. Cette incision provoque de la déconnexion. La rivière n'est plus connectée à son milieu qui a pourtant besoin d'eau. Et 3e maladie, la simplification. La rivière n'a qu'un seul mode d'action. C'est accélérer tout droit. C'est une rivière qui est réduite à une autoroute. Une autoroute, c'est pratique pour circuler, mais c'est inhabitable. Et donc face à ça, ce qu'on imagine, c'est d'essayer de guérir, enfin de soigner pour que la rivière se guérisse elle-même. Quand elle est incisée, on va lui permettre de s'aggrader. Quand elle est déconnectée, on va la reconnecter. Et quand elle est simplifiée, on va la pluraliser, on va la complexifier. Et c'est ce qu'on a fait plus haut. Comme les castors, tu peux transporter des énormes troncs sans te fatiguer. Là, ils fourrent le barrage avec des ronces. C'est ouf, les barrages sont hyper efficaces. Dès qu'ils sont tressés, dès qu'ils sont tissés, paf, le niveau d'eau monte jusqu'à les déborder. Et en remontant le cours d'eau, on voit le résultat des précédents chantiers. Ah ouais! Maintenant, tu vois la diversité de tout ce qu'elle fait. Elle accélère, elle ralentit, elle remonte, elle redescend, elle tombe, elle tourbillonne. Sur du substrat gravier, sur du sable, sur du végétal, sur de l'humus. Elle est complètement reconnectée à la terre. À chaque fois qu'il y a une crue, elle prend tout l'espace. Et donc ça casse l'énergie de la vague de crue, ça nous protège des inondations. C'est Bali dans la Drôme. Un castor, par exemple, il peut revenir ici, il peut amplifier cet ouvrage indéfiniment. Si on était resté sur la rivière très incisée, il construirait chaque année et à chaque crue, ça serait arraché. Et donc c'est là qu'on est en train de parler d'alliance et de réciprocité. Parce que nous, on lui fait de l'habitat et lui, il guérit le milieu pour nous. On le mime pour produire les mêmes effets que lui, mais on le mime aussi pour lui faire de l'habitat, de telle manière qu'il puisse revenir et qu'il reprenne à son compte le travail. Mais comme c'est un animal clé de voûte, eh ben, s'il transforme le milieu, c'est au bénéfice de toutes les autres espèces du fond de vallée. Et comme sa transformation du milieu réhydrate, reconnecte, complexifie, eh ben, elle guérit les maladies de la rivière. Toute la vie en tire des bénéfices, dont nous. Parce que des milieux asséchés deviennent réhydratés, des milieux qui risquent de brûler deviennent des tampons à l'égard des incendies, des milieux détruits par les inondations deviennent résilients aux crues. Sauf que, chez moi, j'en ai jamais vu de castor. La rivière est malade et aucun chantier n'est prévu. Mais la vie sauvage n'a pas dit son dernier mot. J'en reviens pas. Vraiment, j'en reviens pas. Je m'y attendais pas du tout. Le lendemain du chantier avec Baptiste, je m'installe dans ma rivière. Et j'aperçois un bois chelou qui reste sous l'eau. Et là, je vois sa queue. Un castor. Ce ruisseau, il est les 3/4 de l'année, il n'y a pas d'eau. Et là, je remonte une seule fois. Et je tombe sur un castor. Mais c'est... Le symbole est trop dingue, quoi. Oui, la rivière est malade, mais la vie ne demande qu'à revenir. Et l'ingénieur de cet écosystème est déjà là.
jour prochain, je viendrai lui donner un petit coup de pouce. En parallèle du pistage, je commence à m'intéresser à la forêt. Je l'imagine comme étant le milieu de vie par excellence de la faune sauvage. Mais je suis analphabète, j'ai aucune culture de la forêt, aucun savoir. Il y a cette étude aux États-Unis qui dit qu'un enfant arrive à distinguer 1000 logos de marques, mais qu'il est incapable de reconnaître 10 feuilles de végétaux ou d'arbres. Je suis cet enfant. Et je sais que je suis pas le seul. La forêt, c'est un camailleux de verre lointain. Un arrière-plan à la lisière de nos existences. Nous ne savons quasiment rien de son fonctionnement et de ses richesses. Nous avons collectivement perdu le lien. Et nous croyons de manière illusoire s'être libérés de toute dépendance. La forêt n'a pas besoin de brûler. Elle a déjà disparu de la plupart des esprits. Mais comme pour la faune sauvage, j'ai l'impression d'arriver déjà trop tard. Avec France Relance, l'État investit pour une France plus écologique, plus compétitive et plus solidaire. France Relance, la France qui se réalise. Le plan France Relance est en train de mettre la forêt au travail. Elle doit devenir plus productive, s'adapter à la fois au changement climatique et aux besoins de l'industrie. Le gouvernement a annoncé son objectif de planter 1 milliard d'arbres en 10 ans. Mais pour ça, il faut faire de la place. Il faut raser des forêts feuillues, diversifiées, qui ont poussé naturellement avec la déprise agricole. Ça, c'est ce que la filière ne veut pas que vous voyez. C'est une coupe rase dans une forêt de feuillus pour faire du bois énergie. Là, c'est pas une petite éclaircie, c'est pas un petit balivage. Ça, c'est des termes pour dire qu'on va prélever quelques arbres. Là, on a tout rasé pour faire ce tas d'arbres derrière, de chênes, de charmes, d'aulnes, sur 100 mètres de long, qui va partir exclusivement en bois énergie. Donc là, c'est vraiment ce qu'on dénonce. On est sur une logique de saccage, en fait. C'est pas de la gestion forestière durable, c'est du saccage. T'avais déjà vu un truc pareil ? Non, ça, de cette taille-là, non, jamais vu ça. Depuis tout à l'heure, on voyait les petits oiseaux qui essaient de retrouver un peu un bout de leur habitat en grimpant sur les bouts de bois, là. T'imagines les animaux là-dedans, genre... Où est-ce qu'ils vont, en fait ? La forêt qu'il y avait là est à l'image de 80% des forêts françaises. C'est-à-dire qu'elle était jeune, elle avait moins de 100 ans, et c'est précisément des forêts jeunes et peu exploitées qui ont un vrai potentiel de stockage de carbone. C'est des gigatonnes qu'on pourrait stocker dans ces jeunes forêts sur les 200 à 300 prochaines années. Je veux dire, il y a un vrai potentiel là. Et là, non seulement on la coupe, mais en plus, on ravage le sol, donc t'as encore plus d'émissions de CO2 qui a lieu. Ça, c'est pas durable. Mais pas du tout. C'est abusé, en vrai. C'est de la merde! Et il faut que ça cesse! En vrai, là, je bats de complet. Ce que je n'ose pas dire, ce que je n'ai pas osé dire, c'est que plus je plonge dans le sujet forêt, plus j'ai de la solastalgie. Le sentiment de perte, de deuil de quelque chose que je n'ai même pas connu. C'est cette photo qui m'a déclenché un choc. Voilà des arbres qui ont été coupés en Californie, aux États-Unis, au tout début du XXe siècle. Je pensais même pas qu'un arbre pouvait atteindre cette taille, en fait. Et même ces photos, elles montrent un saccage. Des monuments qu'on a coupés et mis sur un chemin de fer.
De toute ma vie, je n'ai connu que des forêts adolescentes. Je n'ai jamais connu ce qu'est réellement une forêt. Une forêt qui aurait pu aller au bout de son cycle et s'accomplir totalement. Une vieille forêt. Un arbre comme ça se vend même pas parce qu'il est trop gros. Il rentre pas dans les modèles de scierie automatisés. Ils perdent de l'argent s'ils laissent les arbres vieillir autant. C'est tellement absurde que je peux pas l'accepter. Et je suis pas le seul. Je me rends sur le plateau du Limousin, où une histoire politique, militante et sensible de la forêt est en train de s'écrire. Donc là, Vincent, on rentre dans une forêt avec des hêtres centenaires. On est dans une forêt qui est extrêmement vivante, qui est quand même relativement diversifiée, puisqu'on va avoir des hêtres, du houx, du chêne, du bouleau. On a un sol aussi, comme je viens de te le montrer, qui est vivant. On a des champignons, de la vie dans le sol. Toi, tu es attaché à ces forêts ? Ah bah énormément attaché. Moi, c'est vraiment un endroit dans lequel j'aime me balader, me ressourcer, aller cueillir des champignons aussi. Et non seulement j'y suis attaché, mais en plus, je suis vraiment conscient des services que ces milieux-là nous rendent. C'est pour m'opposer à une coupe d'une forêt comme celle-ci que je suis monté sur une abatteuse. Je suis sur la batteuse, le gars il est quand même en train de couper, normalement il doit arrêter le chantier. Massif forestier, ça fait des années qu'il est en train d'être grignoté. Moi, en 3 ans, j'ai constaté qu'il y avait eu 50 hectares de forêt vivante qui avaient été rasés. Et donc là, cette parcelle, c'était vraiment la parcelle avec les arbres les plus anciens. Et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la coupe de trop. Cette coupe-là n'a pas pu être empêchée. Et j'apprends que le saccage ne fait que commencer. Là, on est devant l'usine Fargebois à Égletons. Et son projet, c'est de s'agrandir pour doubler sa capacité de production. Pour atteindre un volume de bois de 650 000 m3 par an. Il faudra 1600 hectares de coupes rases chaque année pour alimenter l'usine, générant une pression sur toutes les forêts du coin. Tu vois la coupe de Mémac, la coupe de 100 hectares? Eh bien, c'est une méga coupe rase et c'est typiquement le genre de coupe qui va alimenter la méga usine de Farges. C'est une industrie minière dont la ressource est le bois, qui considère la forêt comme un gisement à exploiter, mais qui sera tôt ou tard épuisé par leurs pratiques. Où est-ce qu'on est là? Là, on est au bois du Chat, dans la partie qui aurait dû être coupée et qu'à la fin, on a réussi à sauver. Ce bois, bon, c'est vrai, c'est un bois privé, donc ces arbres que tu vois, ils ne nous appartiennent pas. Mais il faut voir les bois différemment. En bois, c'est pas seulement des planches, des bois, des bouts. C'est bien d'autres choses, et ces choses comme la qualité de l'air, l'eau, la biodiversité,
qui est un bois abrite. Ça va bien au-delà de la propriété privée. Comment vous vous y êtes pris pour le sauver? Donc une fois, disons, alerté, on a décidé qu'il ne fallait pas que ces bois auxquels tout le monde était attaché, très attaché, ça soit abattu. On a créé un réseau d'information et on a décidé surtout de surveiller les bois en attendant que les chantiers reprennent. Donc ça, c'était plutôt fatigant parce qu'il fallait se lever tôt, avant l'aube, venir ici, il faisait quand même assez froid. Et ça a duré plusieurs mois jusqu'au jour où effectivement... Allez, les bûcherons, ne prenez pas parti, reculez. C'est trop tard, on est là, on est avec vous. On ne peut pas laisser faire ça. Il y a d'autres manières de faire. Tout ça, cette manière-là, elle est terminée, elle est révolue. Et c'est malheureux, et c'est comme ça. Vous êtes sur un terrain privé. Ensuite, vous opposez au droit du travail. Vous êtes donc en infraction. Donc ça a été assez simple de les arrêter. Et on a profité de cette période pour nous demander qu'est-ce qu'on va faire et comment on va empêcher que l'abattage continue. C'est vraiment les gens du village de Tarnac qui se sont mobilisés, de Tarnac et des environs. On voit que, en tout cas d'un bout à l'autre de la parcelle, les sifflets ils sont puissants. Ouais. Là tout à l'heure, ça nous a bien guidés. Hein. On a appris vraiment en faisant. C'était une mobilisation qui nous a apporté énormément de connaissances sur tous les aspects juridiques. Qu'est-ce que c'est qu'un plan de gestion? Est-ce que Natura 2000 c'était une vraie protection? En fait non, c'est pas une vraie protection. C'est juste une opération qui permet de conseiller les gens, de les informer de ce qu'ils peuvent faire en mieux pour protéger l'environnement, mais ce n'est pas du tout une protection juridique. Sur la légalité ou l'illégalité d'une coupe, pour le bois du chat, il y avait une part d'illégalité dans cette coupe. Il y a eu des procès-verbaux de l'Office français de la biodiversité et donc des condamnations à des amendes. Donc tout ça, on l'a appris. Donc tous les gens qui ont envie de protéger leur forêt, il faut leur dire mobilisez-vous, mais aussi informez-vous très vite. C'est pour ça qu'on a créé d'ailleurs une espèce de protocole, de guide qui s'appelle Vigifeuillu. Qui vise en fait à surveiller les forêts de feuillus du territoire et faire en sorte d'intervenir pour qu'elles ne se fassent pas détruire par des coupes rases. On dit aux gens, montez des collectifs partout. Idéalement, moi je dis qu'il faudrait que dans chaque village, dans chaque ville, il y ait quelqu'un qui dise, bon, il faut faire attention parce que là les forêts sont attaquées de partout. Il faut qu'on soit quelques citoyens et citoyennes vigilantes dans ce périmètre où on habite et être prêt à le défendre s'il faut et avoir les outils pour ça. 6 hectares de forêt, c'est une petite parcelle. C'est l'histoire du bois du chat, c'est une petite histoire, mais c'est une histoire qui a pris de l'ampleur. C'est devenu quelque chose de symbolique parce que d'abord on prouve qu'on peut y arriver. On peut arriver à faire arrêter une coupe. On va continuer à élargir le cercle autour de nous, autour de ces 6 hectares. On espère sauver, qui sait, des centaines, des milliers d'hectares. Il faut qu'on essaye partout. C'est magnifique ce qu'ils ont réussi à faire ici. Je me sens bouger. Voilà ce que ça fait de lutter avec et dans les forêts, avec une approche à la fois sensible et politique. S'attacher à la forêt devient de plus en plus évident pour moi. Qui d'autre est capable de transformer l'énergie solaire en corps vivant? Qui d'autre sait appeler les nuages, faire tomber la pluie? Qui régénère les sols, purifie l'eau? Qui adoucit les températures devenues folles? Qui filtre les polluants de notre air vicié? Qui, enfin, fait vivre? La forêt française est à la croisée des chemins. Combien de temps on va accepter ça? Combien de temps on va laisser la filière raser des forêts feuillues pour les remplacer par des champs de résineux? Combien de temps on va les laisser nous raconter qu'un arbre est mature lorsqu'il a tout juste 40 ans? Pourquoi on n'a pas encore un mouvement de masse en forêt?
pour défendre corps à corps ce à quoi nous sommes attachés. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un soulèvement forestier ? Peut-être qu'il arrive, ce soulèvement forestier. À Guéret, une mobilisation inédite se monte contre l'usine de pellets Biocil, qui menace les forêts feuillues du Limousin. Ils installent une vigie pour surveiller que l'usine Biocil ne se fasse pas, pour surveiller que la forêt reste vivante. T'as déjà vu une aussi grosse manip pour un sujet forêt ? Non, ça pour moi, j'avoue que c'est le max que j'ai vu pour l'instant. C'est bien, ça veut dire que ça monte. Dans la manif, je retrouve Gaspard. Dis-moi, est-ce que tu as déjà vu une manif pareille ? Eh ben, je crois pas. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. On sent que là, les gens se sont concernés, qui commencent à se mobiliser sur la question forestière. Tu vois, avant, ça a été quand même plutôt à la lisière de nos vies, plutôt un truc dont on parlait pas, les gens n'arrivaient pas à se mobiliser sur le sujet. Et là, ça revient au centre de notre attention politique. Ça, je pense que c'est vraiment porteur d'espoir. Je pense qu'il y a aussi plein de choses qui est en train de se jouer aussi aujourd'hui en termes d'affect, tu vois, politique, de comment, pourquoi on se mobilise. Et là, tu vois, il y avait une pancarte d'une copine naturaliste qui était « Nous entendons les arbres pleurer ». Ça dit quelque chose aussi de comment nos sensibilités, elles doivent devenir politiques, comment on se sent relié aux écosystèmes, aux vivants, comment la forêt c'est pas juste un champ d'arbres, mais la forêt c'est quelque chose à laquelle on se sent relié. Et tu vois, c'est ces liens-là qu'il va falloir intensifier. Et je pense que cette manif, elle y participe et qu'il va falloir continuer à faire grandir ce mouvement de défense des forêts. Et je pense qu'on est à l'aube, tu vois, on est à la prémisse de quelque chose, mais où il y a une sorte de grande alliance qui est en train de se dessiner, où il y a des gens de la CGT, des travailleurs de la forêt, des experts forestiers et aussi des collectifs citoyens, des associations. Donc là, ça commence à bouger, ça sort du bois, tu vois. Et ça, c'est porteur d'espoir. Chez moi aussi, on élève des vigies. Parce que chez moi aussi, un projet d'aménagement du territoire veut passer en force. Rien de pharaonique, juste un projet de déviation routière et de bétonisation comme il y en a tant d'autres en France. Juste une bande de bitume de 15 mètres de large qui passera à 10 mètres du terrier des renards, à 30 mètres de celui des blaireaux, au-dessus du castor, à travers le territoire des chevreuils, pour nous éviter quelques minutes de bouchons aux heures de pointe. Juste une route, juste une de plus, qui permettra de grignoter encore les terres agricoles du Rhône, comme si on ne l'a pas déjà assez fait sur les 50 dernières années. Mais heureusement, les gens ici sont bien déterminés à ce que cette déviation ne se fasse pas. Ça donne de l'espoir. Ici comme ailleurs, des collectifs se montent pour s'y opposer. Touchez pas, la paix ne touchez pas. Cette lutte, elle a lieu chez moi, elle a lieu dans mon village et à la fois, ça me donne méga envie de la mener, qu'on gagne, et à la fois, j'ai super peur qu'on la perde, quoi. D'avoir mis toutes mes billes dans un panier hyper proche de moi et que si ça explose, ça me fracasse, quoi. Ouais. Toujours peur de souffrir. S'en est suivi 4 années de tracts, de carnaval antique, de réunions publiques, de fêtes et de manifs. Alors ici on vient d'arriver au Nichoir, c'est un lieu qui appartient à la mairie depuis une dizaine d'années. Elle l'a préempté pour construire le projet, donc vraiment la route va passer sur la maison. Et nous, du coup le collectif des Amis de la Plaine, on s'est dit que ça allait vraiment être horrible en fait que ce lieu soit complètement rasé parce qu'il y a un potentiel énorme. Ici il y a du crapaud commun, il y a de la salamandre, certainement du crapaud accoucheur par exemple qui va être favorisé par ce genre de marque. Donc tout ça c'est des espèces protégées dont l'habitat va être détruit par le projet, sachant que juste derrière nous il y a aussi pas mal de chênes assez âgés qui constituent des habitats de chauves-souris qui ont globalement été complètement minimisés par l'étude d'impact. Donc là l'idée c'est aussi de faire il y a des espèces protégées, rappelez-vous. Il n'y a pas que nous ici là sur ces territoires, il y a déjà tout un tas de bestioles, toutes ces espèces protégées qui sont ici. Mais la communauté de communes s'obstine. Et au petit matin, elles sont là. Tout ce qui a été fait ici aujourd'hui est parfaitement illégal et vous le savez très bien.
Vous n'avez pas demandé les autorisations, vous n'avez pas de dérogation espèces protégées. Il a été démontré qu'il y a des espèces protégées dans les bâtiments et autour. Vous avez fait ça parce que vous saviez qu'il y avait un recours contre les espèces protégées qui était pris à l'encontre de la communauté de communes. Vous êtes allé au plus vite pour détruire tout ce qui existait pour qu'on puisse faire cette déviation. C'est sûr qu'on va pouvoir la faire une fois qu'il n'y a plus de vivants, une fois que tout est mort. On peut faire des routes, c'est inadmissible ce qui se passe ici. Mais le mal est fait. Les bâtiments sont rendus inhabitables. Pour autant, la végétation n'est pas rasée. Il ne nous reste plus qu'une seule solution. Occuper le terrain. La petite poignée que nous étions est vite rejointe par des gens venus de partout en France. Là où la route veut passer, il et elle habitent les arbres, vivent dans leurs branches et par leur corps empêchent qu'ils ne soient coupés. Il y a une ZAD dans mon village. C'est un truc de fou en vrai. Attention, passoire. Mais la menace persiste. À partir du 20, il y a un gros engin qui va venir pour tout broyer les végétaux. D'accord. On ne le laissera pas passer. On élève des miradors contre les humains et on prend le temps d'observer les non-humains. Je me suis attaché à ce lieu depuis 1 an. J'ai grimpé dans les arbres. Et du coup, une fois qu'on connaît individuellement des êtres vivants, eh ben, on a envie de les protéger individuellement. Et ça, c'est beaucoup plus fort que d'avoir un avis très global sur la protection du vivant, de l'écologie et de la nature. Un attachement affectif à un tout petit bout de monde pour ancrer en nous le courage d'être la nature qui se défend. On n'est pas naïfs, c'est nous qui sommes matures. On n'est pas des rêveurs, c'est nous qui sommes sérieux. Et on n'est pas des terroristes, c'est nous qui luttons pour conjurer la peur. « 40 jours d'occupation des arbres et du lieu. 40 jours d'incertitude, de crainte d'un passage en force. Pour qu'à la fin, On a gagné! On a gagné! Alors, on a gagné le référé suspension de protection des espèces, on l'a gagné. Ils n'ont pas le droit de refaire le chantier pendant au moins 2 mois, mais potentiellement 1 an, et potentiellement, il va jamais reprendre en fait. Une victoire d'étape à minima pour le moment, peut-être une victoire définitive. Enfin, c'est juste tellement cool, je suis tellement content. Et aujourd'hui, on fait la fête parce que c'est quand même une immense victoire. Ça fait 1 mois qu'on se bat. Mais ça s'est pas fait tout seul, hein. Il a fallu le défendre, hein, ce lieu. Il a fallu empêcher les forces de l'ordre de pénétrer, il a fallu empêcher les machines de rentrer. Et clairement, si on avait juste respecté la loi de bout en bout, là, il n'y aurait plus rien. Tout aurait été rasé à ce stade. Sauf que non, rien n'a été rasé, des espèces protégées le sont encore, et peut-être pour toujours. Et c'est l'alliance entre des riverains, riveraines, des élus, des naturalistes, des associations de protection de l'environnement et des écureuils zadistes qui a permis cette victoire. C'est en bossant ensemble en fait. Vous étiez là, bah alors on peut pas se débroussailler? Ah bah non, on peut pas se débroussailler. Ah bah d'accord, on fait quoi? Putain, on l'a occupé ce lieu. Hein. C'est battu pour. Hein. 3 mois plus tard, c'est le chantier de l'A69 qui est mis à l'arrêt. Au nom des espèces protégées du tracé, le tribunal administratif annule l'autorisation environnementale. C'est la première fois que la justice arrête un chantier de si grande ampleur. Et 1 mois plus tard, c'est au tour de Sainte-Soline. 4 mégabassines sont jugées illégales parce qu'elles mettent en danger un oiseau en voie de disparition, la outarde canepetière, l'emblème de la mobilisation du 25 mars 2023. Et au moment où je termine ce film, j'apprends que l'usine Fargebois ne s'agrandira pas. Sous la pression et sur ordre du tribunal, l'industriel renonce à son projet. Grâce à une mobilisation inédite, la forêt limousine respire. Aucune de ces victoires n'est définitive.
Nos victoires ne le sont jamais. Mais elles racontent quelque chose. Moi, je pense que le seul moyen de s'en sortir dans ces moments dans lesquels on détruit les vivants, le seul moyen pour s'en sortir, c'est que dans chaque endroit où ça se passe, les gens qui y habitent s'organisent pour l'empêcher. Et qu'il y ait une petite opposition par-ci, une petite opposition par-là. Donc, il faut être accroché aux vivants qui nous entourent. Et moi, je me sens relié. Un parmi une multitude. Rattaché à la texture du monde. Dans ce qu'elle a d'horrible et de merveilleux. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait, mais nous allons faire face ensemble. Vivre digne et affronter ce qui vient. Ce n'est jamais la fin de l'histoire, mais bien l'histoire qui s'écrit. Nous sommes le vivant qui se défend.